Alors, bonjour à tous. On continue encore la partie, après avoir terminé la partie utilisateur. À partir de maintenant, on va travailler sur la partie notification des utilisateurs. Et en particulier, le fait de relier l'utilisateur à un contact. Du coup, ce qu'on a fait, l'utilisateur a un contact, je dis n'importe quoi, l'utilisateur a un hôte ou un service. Alors, le principe qu'on a fait, c'est simple. C'est qu'on a créé déjà des hôtes, ils sont là. Ils sont actifs, il n'y a pas de problème, etc. La supervision, elle fonctionne bien sur les hôtes comme sur les services, il n'y a pas de problème non plus. Je rappelle, on supervise des hôtes qui sont des machines et on supervise des services par hôte. Juste pour petit rappel de ce concept. Alors, on a créé après les utilisateurs et le groupe des utilisateurs, les contacts ou groupes de contacts comme on peut appeler. À partir de maintenant, on va essayer de relier les deux. Pourquoi relier les deux? Pour recevoir une notification. C'est qu'autrement dit, j'ai un hôte ici en question. Est-ce que comment ce hôte va réagir? S'il y a un problème, j'imagine qu'il va envoyer une notification. Et c'est cette notification que le hôte va envoyer, à qui il va envoyer précisément. Et c'est ça maintenant la question qu'on va devoir poser précisément. Du coup, on peut voir rapidement sur la partie notification dans les moteurs de collecte. Et dans les moteurs de collecte, on a quelque part, oui, on choisit l'engine central. Et puis ici, quelque part, on a la partie option de contrôle, je crois, c'est là, ouais. Ouais, c'est là. On a tous les paramètres de notification qui sont plus ou moins par défaut. Je dis bien plus ou moins par défaut parce que nous, on a forcé le contrôle actif et le contrôle passif. On l'a fait en oui, en contrôlé. Du coup, en quelque sorte, en matière de notification, on a le contrôle actif, déjà les notifs en soi, c'est activé. Le contrôle actif des services, c'est activé. Le contrôle passif des services, c'est activé. Gestionnaire d'événements, activé. Le contrôle actif et passif des hôtes, c'est activé. Si vous faites comme ça, vous avez configuré en quelque sorte la totale en matière de notification. Et je vous recommande, si je dois vous recommander quelque chose, je vous recommande vivement de le faire comme ça, de cette manière-là. C'est très important. Comme on dit, avoir un peu plus d'informations, c'est mieux que de ne pas avoir d'informations. Après, c'est pareil, en matière d'utilisateurs, on a remarqué que pour les utilisateurs, on avait mis la plage ou la liste des informations envoyées en matière de notification. Sur ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais si on revient maintenant sur les différents hôtes que nous avons, on peut prendre par exemple n'importe quel hôte, le serveur Windows par exemple. Quelque part, oui. Quelque part ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait le nombre, non, je préfère venir ici dans les notifications. Dans les notifications ici, on avait les informations liées à la notification, qu'on n'a jamais touché d'ailleurs, ce n'était pas le but. À partir de maintenant, on va voir est-ce qu'on active les notifications ou pas. Bien sûr, il vaut mieux les activer. Et puis là, on précise le contact ou le groupe de contacts liés. Après, on peut prendre le groupe de contacts liés. Après, c'est un peu comment vous, en entreprise, comment vous voyez les choses. Par exemple, on peut se dire, tous les contacts liés à n'importe quel événement, on va mettre peut-être le groupe de superviseurs, pas les administrateurs. Je répète, supervisors en anglais, on veut dire administrateur. Superviseur, c'est en français, on voulait dire les superviseurs. Alors, on peut dire juste les superviseurs sans les administrateurs. Et comme ça, s'il y a un souci, c'est les superviseurs qui vont escalader aux administrateurs. Libre à vous, si vous voulez les ajouter, ajoutez-les aussi. Ça, c'est pas des décisions qu'on prend juste comme ça. C'est des décisions réfléchies qui doivent respecter des process dans l'entreprise, quelles normes l'entreprise respecte, est-il ou autre, etc. C'est ce qui fait que, avec cela, qu'on décide la norme ou la façon ou la manière dont on active ou pas des services. Croyez-moi, c'est des décisions stratégiques. C'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça juste en 2 clics. Après, on choisit les options de notification. Nous, on va le bombarder de notifications, histoire juste de faire l'exercice. Pareil aussi. Ici, on doit généralement étudier le type de notification envoyée. Intervalle de notification, c'est important à lire. Définir le nombre d'unités de temps. Oh là là, attendez. Devant s'écouler avant de notifier à nouveau un contact. Si vous faites rien, c'est 1 minute. C'est autrement dit une notification par minute. La période de notification, ça, on précise, est-ce que c'est du 24/7, etc. On a déjà vu. Le délai de la première notification, c'est que
combien de temps il faut pour envoyer la première notification, et puis les notifications de recouvrement, aussi le délai de notification de recouvrement. Là, on peut dire 0. On peut dire 0, c'est qu'autrement, tu n'attends pas, envoie directement la notif. Si tu fais rien du tout ici, tu vas recevoir une notification chaque 60 secondes. Ok? On va rien faire, on va laisser à 60 secondes, on sauvegarde, c'est très bien. Je recheck encore ici, je recheck les notifs, on est bien. Après, ici, les contacts, vous pouvez choisir un contact, comme vous pouvez choisir un groupe de contacts. Moi, j'avais privilégié le groupe directement. Si vous n'avez pas de groupe, vous pouvez faire des contacts en question. On peut faire pareil pour les services. Hein. Services, par exemple, par hôte. On peut prendre des services, comme vous souhaitez, hein, des services Windows, par exemple. Le disque, le ping, la mémoire, ce que vous voulez. Hein. On peut afficher même, allez, 100 par ligne. Comme ça, on est sûr de les afficher tous. Allez, disque, si vous voulez, hein, peu importe. Les notifications. Là, pareil, on active la notification, il ne faut pas l'oublier. Là, on choisit les groupes, on va mettre les deux. Qu'est-ce qu'on va dire? Intervalle de notification, on ne met rien. On précise la totalité des notifications en 24/7. Et si on met 00. C'est exactement pareil, c'est la même conf. En tout cas, rien de spécial là-dessus, ou rien n'a changé, j'ai envie de dire. Et là, comme ça, c'est bon. Normalement, les groupes en question sont censés recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a un souci ou quelque chose qui se passe au niveau de la machine, au niveau de service en question. Après, vous avez bien compris le principe. Il faut faire le tour de la totalité des machines pour faire à chaque fois le même exercice. Notification, je vais le refaire encore pour Ubuntu et je m'arrêterai là. Je précise les groupes en question. Je précise les services. Je précise la durée, l'intervalle de notification, 24/7, je mets ça sur 0, 0, je mets sauvegarder, et là, ok, le tour est joué et le travail est déjà fait. Bien, à partir de maintenant, on va voir plutôt comment configurer les notifications, ou plutôt les escalades, ou plutôt les relations sur la partie notification. Autrement dit, prenons un exemple très simple, ou plutôt les dépendances, c'est le terme que je cherchais dans ma tête. Prenons un exemple très simple. Imaginons que tu as une infrastructure réseau, et puis derrière ce réseau-là, tu as par exemple des switches, et puis tu as derrière le switch énormément de serveurs. Le principe, c'est simple, c'est que si tu perds le switch, c'est clair que tous les serveurs seront perdus. C'est qu'au final, tu vas recevoir une notification que le switch est down, mais tu vas recevoir aussi des notifications que tous les serveurs sont down. Attention, ces dépendances sont pratiques si tu as la même équipe qui supervise tout et qui connaît très bien le principe. Parce que si par exemple il y a une supervision réseau et une supervision serveur séparés, que les équipes ne se parlent pas et que personne ne sait ce qui se passe réellement, il faut faire attention de cela. Je peux prendre, je crois, un petit paint rapidement. On va voir ça très rapidement ensemble. Genre, imagine que tu as ta machine de supervision, elle est là, ton centraillon. Et puis, derrière ton réseau de out of band, tu as par exemple ici un petit switch. Et puis, derrière le switch, tu as différents serveurs. Tu as un serveur, un SRV, tu as par exemple un petit SRV2, tu as un SRV3 quelque part ici, etc. Bref, on a compris le principe, SRV3. Maintenant, le principe c'est très simple, c'est que si tu perds ton switch, c'est logique que tous tes services-là seront perdus, tes serveurs, seront perdus. C'est qu'au final, tu vas recevoir sur ton centraillon un message qui dit « Attention, le switch est down ». Tu vas recevoir un message qui dit « Attention, le SRV1 est down, le SRV2 est down, le SRV3 est down ». J'ai envie de dire, quel est l'intérêt de les avoir? Parce qu'au final, on sait tous que ces trois SRV sont reliés sur le centraillon via le switch. C'est qu'au final, si tu as perdu le switch, tu perds automatiquement les autres. C'est pareil dans le cas, par exemple, des hyperviseurs de machines virtuelles. Par exemple, si tu as un hyperviseur de type Hyper-V ou de type VMware, tu as ton serveur, quelque part, le serveur physique, il est là, le SRV. Et puis, sur le serveur physique, qu'est-ce qu'on installe? On installe l'hyperviseur qui est là. Hyperviseur. L'hyperviseur, c'est le SXI ou peu importe. Après, sur l'hyperviseur, tu installes tes VM. La VM1,
la VM2, la VM3, la VM4, la VM5. Je dis n'importe quoi aussi. Tu installes des VM. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le moment où tu perds l'hyperviseur, où le serveur est éteint physiquement, bah, c'est clair que les 5 VM sont tous éteints. Encore un autre exemple, le moment où tu as un AD ici, un Active Directory, un contrôleur de domaine, et puis tu perds l'AD, c'est logique que tous les services qui dépendent de l'AD seront perdus. Tu vois, c'est un peu le principe de la dépendance des services. C'est ce qui fait que là-dessus, si l'équipe de supervision a la maîtrise totale, il est totalement inutile de configurer, de laisser les services comme ça. Sinon, tu vas recevoir des notifications 1000 fois répétées. Et encore, là, je parle que des serveurs, que des hôtes. Attention que chaque hôte, il a un paquet de services derrière. C'est qu'au final, tu vas recevoir un gros paquet de notifications des hôtes. Chaque paquet de notifications de hôtes ou chaque hôte contient énormément de notifications de services indisponibles. C'est qu'au final, on va finir par avoir énormément de notifs et on ne sait même pas de quoi on parle. Par contre, il faut faire attention, si vous avez différents types d'accès à l'outil de supervision, différents profils et que les gens qui supervisent les réseaux ne connaissent pas le système, les gens qui supervisent le système ne connaissent pas le réseau, il ne faut pas configurer les dépendances dans ce cas-là. Parce que là, les gens, ils vont regarder que le switch, ça, c'est indispo, mais ils ne savent pas quel service est exactement indispo parce qu'ils ne connaissent pas les équipements qui sont derrière les switches. Bon, il faut qu'ils cherchent, etc. Ça peut faire un petit casse-tête en plus. Du coup, il faut voir les dépendances comme ça. C'est pareil pour les services, hein. Tu as par exemple un service de ping à un serveur, bah, si tu perds le serveur, c'est normal que le service de ping ne fonctionne plus. Tu as par exemple le service uptime, c'est le service qu'on a déjà vu, c'est le service qui permet de voir que l'équipement est down ou up. Si le uptime est down, si le uptime il affiche un non OK, bah, ça ne sert à rien de voir la liste des services sur l'équipement. Le uptime veut dire que l'équipement est down. C'est qu'au final, qu'il ping pas, c'est normal, que le CPU ne fonctionne plus, c'est normal, que le disque est down, c'est normal, etc. C'est ce qui fait que, par exemple pour les services, tu te dis, si le uptime est down, inutile de m'afficher les autres. Et comme ça, si le uptime est down, il vous notifie, mais par contre, il s'arrête là. Ça, c'est très bien si vous mettez des process et que vous formez les gens. Et vous allez leur dire, si le switch est down, c'est normal que les serveurs sont down. Si le uptime est down, c'est normal que les autres services sont down, etc. Et ça, comme ça optimise l'affichage, ça simplifie les choses et ça simplifie totalement la vie lors de la configuration de vos équipements sur Centrion. Alors, le principe, c'est très simple. Du coup, vous pouvez même voir carrément les machines que vous avez ici. Vous allez trouver quelque part des relations ici directement. Vous pouvez définir le hôte parent, par exemple ça, et les hôtes distants. Je dis n'importe quoi. Le truc, c'est simple. On va faire un exemple trop simple sur les hôtes parce que, rappelez-vous qu'on avait le serveur Centrion central. Sur les relations, par exemple, Centrion central, on a par exemple le MariaDB. Le MariaDB était configuré sur le serveur central. Du coup, au moment, parce que, petit rappel, la base de données MySQL MariaDB est installée sur le serveur Centrion. Du coup, c'est ce qui fait que si on a le serveur Centrion qui est down, c'est normal que la MySQL MariaDB est down. Vous voyez, c'est qu'on peut faire comme ça. On peut sauvegarder comme ça. Et le tour est joué. Comme aussi, vous pouvez voir sur les notifications, directement sur les dépendances, il y a quelque part ici, notification hot. Vous pouvez créer quelque chose ici avec beaucoup plus d'informations. Ce qui est bien, c'est qu'ici, vous aurez un peu plus de détails. C'est que vous pouvez créer des dépendances. Par exemple, vous pouvez donner un nom. Vous pouvez dire MariaDB. MariaDB et l'autre serveur Centrion directement. Centrion. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire une petite description. Hein, dépendance MariaDB et Centrion. Les relations de parenté, oui. Vous choisissez les critères. Hein, si c'est indisponible, si c'est injoignable, si c'est en attente. Pareil, les critères d'exécution et les critères d'échec de notification, c'est pareil. On peut afficher quand il y a des problèmes. Le nom d'hôte, c'est qui le hôte? C'est le Centrion. Le nom d'hôte lié, c'est quoi? C'est le MariaDB. Et vous pouvez aller plus loin en choisissant dans la liste des services. Parce que si l'équipement est down, il y a des services qui automatiquement seront down. Du coup, on peut ajouter aussi la liste des services enfants qu'on souhaite ajouter. Avec un petit commentaire ici, ça vous permettra de faire le rôle très bien comme il faut. Sauvegarder. Et là, très bien, on a créé une dépendance MariaDB et Centrion.
C'est pareil, vous pouvez par exemple, sur la machine virtuelle Windows Server qu'on avait, probablement, si j'imagine que c'était une machine virtuelle réelle, vous allez installer dedans quoi? Vous allez installer dedans des machines, pardon, vous allez installer dedans des VM. Du coup, si vous installez des VM, vous pouvez faire le même exercice. Pareil, si je prends par exemple le statut des ressources ici, si je prends là il y a temps de connexion, peu importe, hein. Je vais pas m'intéresser à ça pour le moment, on s'en fout un peu. Si je prends non, c'est pas ce que je voulais afficher, service par hôte, c'est ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez faire par exemple sur chaque serveur, vous pouvez préciser son rayon central et la liste de tous les services qui lui sont liés ou dédiés. Pareil, si je choisis, hop, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Pareil, je choisis ça, et puis je choisis la liste de ces services, etc. Et ça, c'est en quelque sorte, je dis, si le service, si la machine est down, c'est inutile de m'afficher que les services sont down. Ça vous organise énormément le travail. Vous pouvez même faire les notifications. Je reviens sur la partie notification, sur les services. Et là, c'est pareil, on peut créer des notifications de services. Petit rappel, regardez, si je reviens d'abord sur les services par hôte, rappelez-vous qu'on avait un service... si je me rappelle, on a créé un service de Uptime. Si je me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a ou pas? Il est là. Très bien. On a le service Uptime. Il est là. Du coup, le service Uptime, en quelque sorte, il va nous dire que si la machine est down ou up. Autrement dit, si la machine est down, c'est très bien. Du coup, tous les autres services seront down. Autrement dit, c'est inutile de m'afficher les autres services si le Uptime est down. Est-ce qu'on a le Uptime juste sur ça ou pas? Je crois qu'on l'a ici sur le Ubuntu Uptime. Je vais le faire sur le Ubuntu parce qu'il y a peu de services. Comme ça, on s'embête pas beaucoup. Du coup, on peut revenir sur les notifications. Quelque part, ils sont où? D'ailleurs, j'ai oublié. Notifications, services. On peut ajouter. On peut dire, par exemple, Ubuntu Uptime. Et les autres, order. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Pareil, ici, dépendance, Uptime et les autres, Ubuntu. On peut commencer ça par Ubuntu. Après, il est toujours conseillé de raconter un petit blabla ici, que les gens comprennent, parce que vous n'êtes pas le seul en entreprise, les gens viennent et partent. On crée la relation, on précise qu'est-ce qui m'affiche en critère d'échec. OK, ça ne sert pas à grand chose. Quand c'est OK, c'est très bien. Les services, bah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le service Uptime. Je vais le chercher. Uptime sur Ubuntu. Ah, par contre, on ne les connaît pas par cœur, les autres services. C'est problématique. On peut ouvrir sur un nouvel onglet. Du coup, on peut venir ici. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? On a le ping, error packets et disk. Du coup, on peut voir le ping. Ping. Par contre, ping sur Ubuntu. Hein. Ubuntu, ping. Error. Ah non, attendez. J'efface. J'écris error. Ubuntu, error packets. On avait quoi encore? On avait disk. Ouais. Et error packets et disk, c'est ça, ouais. On a disk, j'écris disk. Ah, il faut que j'efface. J'écris disk. Et là, c'est pareil, root Ubuntu disk. Très bien. Est-ce qu'il y a des hôtes de dépendance? S'il y en a, on peut préciser comme on veut. OK. Du coup, si le service Uptime est down, c'est bon pour moi. Les autres, c'est inutile de les afficher. Je crée OK. Je clique sur OK et là c'est bon, j'ai mon service qui est créé. Et du coup, vous voyez qu'on a des dépendances qui vont nous permettre d'avoir une meilleure optimisation de l'affichage ou une meilleure optimisation de la lecture des différents messages de notification à recevoir. Je check juste le collecteur, est-ce que tout est OK? Enfin non, tout n'est pas OK. On va exporter la conf. Comme ça, comme ça, comme ça. Redémarrer, exporter, il n'y a pas de problème. Très bien. Et tout a l'air OK, tout a l'air fonctionner. En tout cas, un problème un peu courant, si vous faites comme ça et vous trouvez des problèmes sur l'utilisateur, administrateur, etc., ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez revenir, j'avais l'habitude de le rencontrer parfois,
Qu'est-ce qu'on a? On a la liste des utilisateurs, contacts. Vous pouvez voir l'administrateur et vous pouvez configurer les parties notifications, oui, etc. avec host notify by email, etc. Si vous configurez tout cela pour l'administrateur, vous sauvegardez, normalement le problème est automatiquement réglé. Ici, je reviens, tout est OK, tout est vert, ça a remonté à nouveau. Tous les services sont OK, enfin tous les hosts sont OK, il n'y a pas de problème en particulier. Du coup, on revient sur les notifications. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, du coup là, les dépendances, c'est configuré et tant mieux pour nous. Alors, un autre point très important à voir, et je pense que même on l'a abordé très rapidement quand on était en train de parler de la création des notifications ou la relation ou les dépendances, on a parlé aussi d'un sujet très important qui était lié aux escalades. Rappelez-vous, on a vu sur les différents sujets liés aux notifications, que ce soit hot ou peu importe, ou même quand on était en train de relier des hots exactement à des contacts, on a parlé d'un point très important qui était le fait de dire superviseur. C'était de dire, est-ce que de préférence je mets les superviseurs en même temps avec les supervisors, ou bien peut-être ça serait mieux de faire ça comme ça. Et puis, s'il y a un problème, ou que si les superviseurs n'arrivent pas à résoudre le problème, on va passer au niveau supérieur. Autrement dit, on va passer aux superviseurs, aux administrateurs. Ça, c'est possible. On peut aussi le faire. On peut le faire directement sur le serveur. Je ne me rappelle plus, je crois, dans les relations. quelque part ici, je ne me rappelle plus, je crois, ouais, dans les relations. Mais on peut les faire aussi dans les notifications. Il est où? Quelque part ici, notifications. C'est où? Escalade, c'est où? C'était le premier. Ouais. Dans la gestion des escalades, on peut directement ajouter ou créer une escalade. C'est en quelque sorte, on va dire que on va envoyer une notification aux superviseurs, aux administrateurs. Allez, on va appeler ça les techniciens. On va envoyer une notification aux techniciens. Les techniciens, pardon, ils auront le temps de voir le message. Une fois le message vu, une fois ils récupèrent les informations, ils doivent faire des choses. Ils doivent tenir des actions spécifiques. Et puis, si on n'arrive toujours pas à retirer le message, du coup il y a toujours le problème, autrement dit, un autre message de notification, dans ce cas-là, sera envoyé à qui? Aux administrateurs. Vous voyez? Comme ça, on va faire intervenir les administrateurs sur le périmètre des techniciens et faire une escalade de niveau automatiquement. Attention, il faut laisser quand même du temps aux techniciens pour qu'ils puissent traiter le sujet. Et là aussi, c'est des temps qui sont choisis d'une façon très réfléchie, très étudiée, en fonction du type de serveur, en fonction de son importance. Et moi, je dirais qu'il y en a même 3 types de catégories. Une catégorie où il y a les serveurs les plus critiques de l'entreprise, comme le contrôleur de domaine par exemple, ou autre. Sur ces serveurs, il ne faut même pas faire d'escalade. Mettez les contrôleurs de domaine ou des serveurs très importants et critiques, mettez-les directement avec le niveau de notification nécessaire. C'est que vous mettez les superviseurs et les admins en même temps dans le même groupe. Et comme ça, s'il y a un problème, les admins sont informés à l'instant T au moment de déclencher directement le problème. Et généralement, on a dit que les problèmes ou les incidents ou les alertes sont déclenchés toujours à la seconde 0. Autrement dit, juste au moment où le problème est arrivé. Si on a des serveurs un peu moins critiques, on peut mettre un temps de déclenchement un peu serré, par exemple quelques minutes. Au bout de quelques minutes, s'il n'y a pas d'intervention, s'il n'y a pas de résolution, les administrateurs sont là. Troisième niveau, c'est peut-être les serveurs un tout petit peu moins critiques. Et là, on va partir sur un délai un peu plus large, par exemple 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Histoire de laisser un peu plus de temps aux techniciens de faire les opérations nécessaires. Si vraiment le technicien n'arrive pas, le niveau d'escalade sera fait automatiquement. Ok? C'est le principe des contrats de service, c'est le principe des SLA. Et dans les contrats de service, on va dire le niveau de criticité de chaque serveur. Alors, vous voyez que c'est quand même c'est des choix qui sont bien réfléchis, je répète et j'insiste, parce que comme ça, on travaille sur des belles et faciles interfaces graphiques, ça a l'air très facile, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et clique sur sauvegarder. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est pas de vous former sur des pratiques un peu mauvaises. Le but, c'est de comprendre aussi pourquoi faire, comment faire, etc. Du coup, on peut partir sur le nom d'escalade. On peut l'appeler, par exemple,
escalade admin. Et puis là, on va écrire, une alias, peu importe. Première notification. Là, on doit préciser du temps. Là, regardez. Enfin, pas du temps, mais le niveau de notification. C'est le nombre qui identifie la première notification pour laquelle l'escalade est effective. Pour le moment, si vous fixez cette valeur à 3, l'escalade sera utilisée uniquement si l'hôte est down ou injoignable assez longtemps pour que la troisième notification soit envoyée. Je pense que c'est clair. C'est ce qui fait que si on écrit 3 ici, qu'est-ce qui se passe à mon clavier? 3. Si on écrit 3 ici, c'est que la première notification sera envoyée co-technicien, la deuxième co-technicien, la troisième, au moment où il y a 3 notifications, celui-ci sera informé que, attention, il y a 3 notifs et tu n'arrives toujours pas à bouger, en quelque sorte. OK? Là, qui identifie la dernière notification pour laquelle l'escalade est effective. Pour le moment, si vous fixez la valeur à 5, l'escalade ne sera utilisée si plus de 5 notifications sont envoyées pour cet hôte. Fixer cette valeur à 0 signifie toujours garder l'utilisation de l'escalade, peu importe le nombre de notifications envoyées. OK? Cela signifie tout simplement que si on fixe à 0, on continue toujours à envoyer d'escalade. Si on fixe à un chiffre, par exemple 5 ici, dans notre cas, si on fixe à 5, attention, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous le fixez à 5, l'escalade ne sera pas utilisée si plus de 5 notifications sont envoyées pour cet hôte. OK? C'est que du coup, je te notifie entre 3 et 5. Au-delà de 5, on va laisser les techniciens se débrouiller. Là, on peut mettre 0 et comme ça, on va faire en sorte que tu continues toujours à recevoir des notifications jusqu'à la résolution de problèmes. Intervalle de notification, c'est pareil, on peut lire, sélectionner la fréquence à laquelle les notifications doivent être faites quand cette escalade est valide. Si vous spécifiez une valeur de 0 pour cet intervalle, le moteur de vérification enverra la première notification quand la définition d'escalade sera valide, mais arrêtera ensuite l'envoi. OK? Vous voyez que si vous mettez 2 fois 0, ça fait une petite contradiction et je suis même curieux de voir comment ça réagit. Mais bon, peu importe, on ne va pas faire ça comme ça. On va dire que l'administrateur continuera à recevoir des notifications chaque 60 secondes. OK? Après, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Période d'escalade, c'est pareil, 24/7. Les options d'escalade des hôtes, quand c'est indisponible, quand c'est injoignable, quand c'est de la récupération. Option d'escalade des services, alerte, inconnu, critique, et même quand il y a de la récupération. Le groupe de contact lié, c'est lequel? C'est les administrateurs, les supervisors. OK? Là, après, ici, attention, les commentaires, s'il vous plaît, écrivez des commentaires. Dans la vie réelle, écrivez des commentaires. C'est très important. On va dire ici, processus d'escalade à appliquer au hôte, par exemple, quand il y a 3 notifications non traitées par les superviseurs. Les notifs seront envoyés en illimité chaque 60 secondes jusqu'à résolution de l'incident. OK, ça c'est très important quand même de l'écrire. Et du coup, là, comme ça, on a créé une escalade qui s'appelle escalade admin. Je pense que c'était très clair et très important aussi à comprendre. Et comme ça, on peut séparer entre le fonctionnement des machines et on peut séparer... Oui, pardon, j'ai oublié de parler de ça. Les hôtes impactés. Là, par contre, on peut spécifier les hôtes. Par exemple, on va dire le serveur. On va dire, par exemple, peu importe, hein, on peut le spécifier tous. Allez, select all, peu importe. Les services, est-ce qu'il y a des services impactés? On peut mettre la totalité des services si vous souhaitez, ou mettre peut-être juste quelques-uns, peu importe. Peu importe comment vous voulez qu'on voit ça. J'hésite un peu, enfin on va les laisser peut-être. Les groupes d'autres, pardon, s'il y a des groupes d'autres, on n'a pas créé de groupe, on n'a pas créé de groupe de service. Meta service, je crois qu'on n'a pas non plus. Du coup là, on l'a appliqué tout simplement. On a récupéré automatiquement tout simplement les hôtes et les services que nous avons et ça sera appliqué pour tout le monde comme ça. Je vais faire un truc très simple. Ce que je vais faire, je vais rien faire là-dessus. Je vais revenir encore ici. Ah, s'il te plaît.
Allez, je reviens ici. Je reviens ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre Centrayon. Je vais faire en sorte d'éviter de mettre un des serveurs pour les exemples après. Peut-être root Ubuntu. Sur les services, par contre, je ne me rappelle plus quels sont les services de Windows, CPU, disque, memory, ping, swap. On va essayer de les enlever. Select all. Alors, ça, 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Du coup, tout, sauf les services et le Hot Windows. Je sauvegarde. Ah, qu'est-ce qu'on a? Le nom déjà utilisé, oui, enfin c'est ce qu'on a fait. Hein. Ressources impactées, ok. Pourquoi elle veut pas? C'est bizarre, mais bon. Escalade admin 1, peu importe. C'est bon. Ça doit être un bug. Hein. Normalement, on a fait de la modif de ça. Normalement, il ne doit pas demander le nom. Là, d'ailleurs, on peut faire comme ça encore une fois, et c'est bon. C'est redevenu escalade admin. Ça se voit clairement que ça doit être. Ça se voit clairement que c'est un bug. Ok, je pense que c'est ok. Je pense que vous avez bien compris la partie liée aux escalades. Maintenant, on va voir peut-être la dernière chose qui est le service lié au flapping. Autrement dit, le service lié au bagotement, bagotage, bagot, bref, appelez-le comme vous souhaitez. Moi, je l'appelle flapping. C'est tout simplement le fait d'avoir un service qui fait du bagotement. C'est autrement, vous avez votre serveur quelque part ici qui est branché sur un switch sur le réseau et puis qui est branché après derrière sur le serveur Centrayon. Et puis vous avez le réseau tel qu'il est exactement, etc. Et puis apparemment, il y a un problème ici du réseau qui fait qu'il y a des bagotements. L'interface, elle remonte, et puis elle descend, et puis elle remonte, puis elle descend, puis elle remonte, etc. Et là, on aura un long bagotement sur l'interface qui va faire en sorte que le système va envoyer un message que c'est down, et puis c'est up, et puis c'est down, puis c'est up, puis c'est down, et puis à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire. Ça, c'est sur la partie liée au hot. Et sinon, nous avons aussi la partie liée aux services. Du coup, il y a pas mal de services liés, par exemple, à la bande passante ou autres, qui peuvent aussi bagoter, qui peuvent aussi faire du bagotement ou du flapping. Et ce flapping aussi va impacter les états des messages de supervision, comme il va impacter aussi d'autres décisions de routage, d'acheminement de trafic, etc. Et il y en a énormément de raisons, il y en a énormément de soucis qui sont liés à ce genre de bagotement. Alors, il y a un système, il y a une façon de faire, si je peux dire ça comme ça, qui est propre à Centrayon dans le calcul de bagotement, dans le fonctionnement de bagotement. Autrement dit, comment nous voyons cela. Il y a un certain nombre d'équations qui sont limitées par des pourcentages, etc. Si vous allez voir la documentation Centrayon, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre rapidement. Je ne sais pas si je peux faire un petit tour rapide sur le site Centrayon, flapping Centrayon. Je pense qu'on aura un peu de la doc là-dessus, sur cette partie-là, et puis on va lire, oui c'est ça. On va lire énormément de choses. Par exemple, il fait une analyse en enregistrant les 21 dernières vérifications de lot, et puis il définit un espace de temps, et puis il voit le changement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Peu importe, elle laisse tomber. Il voit le changement entre les différents T, T1, T2, etc., entre les différentes variations du temps, en matière de variation des niveaux d'alerte qui arrivent. Et puis, si on voit un certain nombre de changements à chaque fois qui se répètent entre deux statuts dans un espace de temps spécifique, sur la base des 21 temps d'avant qui étaient étudiés, il peut comprendre qu'il s'agit d'un bagotement. Pareil pour les calculs de bande passante, pareil pour les calculs des différents seuils. Il limite généralement les 7 changements observés divisés par 20 possibles changements multipliés par 100. Et il arrive à un pourcentage spécifique de taux de bagotement qui lui permettra de lancer du bagotement. Après, ici, vous pouvez lire à peu près et comprendre à quoi ressemble son calcul de bagotement, mais vous avez compris le principe. Il prend les 21, il fait un calcul, il lance son équation, il sort un pourcentage, un chiffre divisé par un autre et multiplié par 100, c'est un chiffre de probabilité, et puis c'est ce qui lui permettra au final d'avoir une probabilité de bagotement. Lui, il précise ça toujours entre 25 et 50, c'est la recommandation de Centrayon. On n'est peut-être pas là pour pour critiquer, on va dire, ou mettre à l'épreuve ce que raconte Centrayon là-dessus.
Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas vous le dire. Il faut faire des statistiques réelles dans le cadre de votre entreprise. Après, c'est vrai que le flapping, c'est pas les choses qu'on rencontre tous les jours. C'est ce qui fait que j'ai envie de dire, ok, on prendra les valeurs qu'ils utilisent. Le plus important, c'est d'être protégé par n'importe quelle méthode ou n'importe quelle façon. Après, quand on gagne en maturité, on monte en expérience, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir adapter nos différents systèmes en fonction de ces différents besoins. Après, on peut voir les collecteurs, on peut configurer le moteur. Ici, l'engine, il est là. On précise ici. Et puis là, quelque part ici, dans les options de contrôle, si je me rappelle, oui, c'est là. La détection de bagotage des statuts. Ici, il suffit juste de l'activer. Vous avez le seuil bas de détection de bagotage sur les statuts de service et le seuil haut. Pareil pour les hautes, seuil bas, seuil haut. Et vous avez toujours 25-50, 25-50. J'ai envie de dire, il vaut mieux le laisser dans les valeurs par défaut qui sont 25 et 50. Après, il suffit d'aller choisir le hot en question. Et puis sur n'importe quel hot, SRV ou DC ou peu importe lequel, on peut prendre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas ici, non c'est pas ici, enfin j'oublie souvent. Sur la partie traitement de données, je crois que c'est ici, ouais, détection de bagotage, c'est là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a deux possibilités, ou bien on laisse les valeurs par défaut, ou bien oui ou non. Cette directive est utilisée, etc., afin de déterminer le statut. Là, si vous voulez changer les valeurs et les définir directement ici, enfin, libre à vous de le faire. Là, on est directement sur le hot. Pareil sur le service, vous pouvez le faire directement. Du coup, vous voyez qu'il y a deux façons de faire. Ou bien, vous avez une valeur par défaut à appliquer pour tout le monde. Vous pouvez faire ça comme ça aussi. Vous pouvez faire directement sur le collecteur, sur le moteur directement ici. Et puis, vous écrasez les valeurs pour un serveur spécifique ou pour un, ou pour un service spécifique. Comme vous voulez. En tout cas, si vous choisissez ici, ça écrase la valeur par défaut sur l'équipement en question. Mais ça laisse la valeur par défaut sur les autres. Alors ici, je fais OK. Et là, comme ça, on a la détection de bagotement activée. Vous pouvez faire le tour de tous les hots et l'activer. Pareil pour les services. Vous pouvez aussi faire le tour de tous les services. Et dans le traitement de données, il vous suffira de faire oui. Vous pouvez choisir des valeurs si vous le souhaitez et faire sauvegarder. Et là, comme ça, vous aurez le service qui est appliqué aux détections de bagotement appliquées. Après, vous pouvez le faire sur la totalité des services comme sur la totalité des hots. C'est un peu fatigant dans un premier temps, mais c'est la procédure à faire pour l'application de l'anti-bagotement. C'est ce qui vous permettra énormément de simplifier aussi la lecture, de ne pas avoir énormément de messages qui se répètent. Et puis lui, il va prendre, grâce à son algorithme, la meilleure directive en matière d'affichage de notifications qui sont liées au bagotement. Je pense, en faisant ça, on a fait le tour de tout ce chapitre qui est lié aux différentes notifications, au type de notification en général, comment les gérer. Ouais, je pense qu'on est bien, on est vers 38 minutes, presque 40 minutes. Je pense que c'est le moment d'arrêter la vidéo. Et puis sur la prochaine vidéo, on va attaquer d'autres sujets. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Bon, si on est en soirée là, mais je ne sais pas quel moment vous allez la voir. Ou bonne journée à vous tous et à la prochaine. Salut à tous.